Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Comme vous le savez, notre mission, notre raison d'être même sur cette chaîne, c'est de vous faire voyager, de vous inspirer, de vous faire découvrir des personnalités et des vies extraordinaires. Petite pensée du jour au bon soin de la fin des beaux jours. Aujourd'hui, au seuil des vacances, c'est le chiffre du Covid qui s'excuse à l'avance. Fallait pas le laisser chanter tout l'été à son aise, dirait notre fourmi aux cigales françaises. Alors dansez maintenant et voyons si la trêve fera dès l'automne un Covid qui s'achève ou si pour de bon, c'est notre monde qui ne tournera plus rond. Bienvenue à vous, fidèles youtubeurs, et à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Si tel est le cas, vous avez un petit bouton en dessous pour cliquer, pour vous abonner. Et si le cœur vous en dit, teintez donc une petite cloche qui vous permettra les notifications des prochaines vidéos qui sortiront. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir celle qui vécut dans le gigantisme d'un père Richard Cœur de Lion, celle qui se réserva à la belle communauté des sœurs, celle qui materna le cœur des candidats au Secret Story Bonheur, celle enfin qui vit dans le popcorn le présage d'un rendez-vous majeur. J'ai le plaisir d'accueillir Marie-Josée Harel. Bonjour, bonjour, je suis tellement contente d'être là. Merci pour cette belle invitation. Eh bien, écoute, merci à toi, Marie-Josée. Alors, c'est un bonheur de te rencontrer, il est vrai, et d'autant plus parce que ta vie est inspirante. Et on va en parler. Elle m'a vraiment étonné. Et c'est avec un grand plaisir que je me propose de retracer en quelques mots ce que ton parcours a de beau. Ce que je sais aujourd'hui de toi, c'est que tu viens d'une famille d'entrepreneurs très connue au Québec. Ton père, Richard Harel, homme d'affaires et bricoleur, est à l'origine du très réputé restaurant Madrid, sur l'autoroute 20, je crois. Tu as d'ailleurs vécu entre les dinosaures et les monster trucks, inventés par ton père. À 15 ans, tu te poses beaucoup de questions existentielles, tu te cherches, tu as reçu une éducation catholique, je crois, à l'école, et tes parents sont pratiquants, et tu te questionnes beaucoup sur tes croyances. Tu lis beaucoup et tu pars en quête de sens, et tu sens que peut-être Dieu, comme tu le dis une fois, peut peut-être se résoudre comme une équation mathématique. Il y a peut-être des questions et des réponses claires et précises à découvrir. À 22 ans, tu suis une retraite en silence de 5 jours dans un centre chrétien catholique, et là, c'est la surprise, tu vis ta grande, très grande expérience spirituelle. Tu le diras ainsi, j'ai rencontré Jésus au plus profond de mon cœur. C'est une rencontre personnelle profonde et tu te sens alors aimé. Et tu sens même que tu as peut-être une mission probablement à amener. Tu changes alors de système de croyance et tu retournes à la foi catholique. Et puis un jour, tu fais du bénévolat dans un centre de retraite religieux. Et là, c'est la révélation et tu décides d'y passer une année complète comme religieuse. Et là, surprise générale, tu vas y rester 6 ans. Et qu'est-ce qui se passe après pour toi? Quel beau résumé! Très poétique aussi. Merci, Luc. Merci. Ce qui se passe après, bien, c'est qu'à 28 ans, je quitte la communauté après 6 ans, oui, en effet, parce que je me rends compte que c'est pas nécessairement ma place pour toute ma vie, mais c'est une expérience qui change le cours de ma destinée, qui change beaucoup ma façon de voir les choses, naturellement. Et comme je quitte la communauté dans un contexte un peu controversé, parce que il y a à ce moment-là quelqu'un qui arrive à la tête de la communauté et qui devient, où ça devient beaucoup plus austère et je suis pas d'accord avec certaines choses qui sont là. Je quitte la communauté, mais en me retrouvant seule, vraiment seule et en pleine crise personnelle, en pleine crise spirituelle également. Alors, les années qui ont suivi n'ont pas été faciles. Très souvent, je dis aux gens qui a eu dans sa vie une période sombre, une période qu'on qualifie de la plus difficile de notre vie. Et là, il y a toujours, quand je fais ça en conférence, des gens qui lèvent la main. Naturellement, on en a toute une. Mais je dis, c'est très utile d'en avoir une période sombre comme celle-là, parce qu'après, quand on a d'autres moments difficiles, on se souvient de cette période sombre et qu'on en est sorti et qu'on s'est relevé. Alors, pour moi, ça a été un moment quand même qui a pas été facile. Pourquoi, Luc? Entre autres, parce que quand on traverse une crise spirituelle, on a besoin d'être accompagné et rares sont les personnes qui peuvent nous accompagner dans une crise spirituelle profonde. Alors, à la suite de ça, oui, je me suis rebâtie, je me suis reconstruite parce que j'ai une famille extraordinaire, parce que je suis bien entourée. J'ai compris à ce moment-là à quel point j'avais besoin des autres dans ma vie. J'ai compris qu'il est fondamental d'avoir l'humilité de demander de l'aide un jour. C'est ce que j'ai compris également.
Mais c'est là aussi que j'ai reconnecté à qui je suis profondément, quels étaient mes rêves quand j'étais plus jeune, qui est cette personne, que je suis en train de devenir, qui j'étais et tout ça. Et je me suis lancée dans ma trentaine dans la poursuite de mes plus grands rêves. C'est-à-dire, un des rêves que j'avais, c'était d'être entrepreneur. Je voulais être mon propre patron, ça a toujours été présent pour moi. Alors, j'ai démarré mon entreprise avec le Tupperware, comme vous le dites, en France, et j'ai connu vraiment de très, très beaux succès en peu de temps. Et ça m'a donné l'espace dans ma vie pour réaliser un autre rêve qui était celui d'écrire des livres et de parler du monde intérieur de l'être humain. Et j'ai commencé en écrivant un livre avec une de mes grandes amies, Julie Vincelette. Et on a écrit ensemble un livre qui s'intitule L'effet popcorn, toutes des histoires, des petites histoires tirées de notre quotidien et comment on choisit de changer de perception, comment on choisit de voir la vie du bon côté. Et là, il y a eu, ce qui a conduit à la publication de ce livre-là, c'est que j'ai participé en 2011 à l'émission Secret Story. Et ça, c'est une aventure que je n'oublierai pas et qui m'a conduit finalement à me donner une visibilité ici au Québec pour pouvoir, être publié un premier livre. Et ensuite est venu des livres sur la spiritualité parce que ce que je désirais le plus ardemment, c'était d'écrire des livres au sujet de la spiritualité. Donc, mon premier livre sur le sujet s'intitule « Dieu s'en moque, oser une vie spirituelle excitante ». Et mon propos est simple. Moi, je ne propose pas de système de croyance. Je parle plutôt de l'importance d'entretenir notre côté spirituel, de grandir aussi en sagesse, en maturité et en discernement au niveau de notre spiritualité. Et finalement, bon an, mal an, j'ai écrit 7 livres. J'ai publié mon 7e livre en janvier 2020 qui s'intitule « Rendez-vous avec l'infini, confession d'une femme en quête spirituelle ». Et aujourd'hui, je suis quelqu'un j'ai encore mon entreprise, je travaille, je fais de multiples choses. Je tiens ça de mon père, probablement, de faire beaucoup de choses. Mais depuis 1 an, je travaille avec ma grande amie Nancy Marcoux, où on est ensemble, à travers un processus qu'on a créé grâce beaucoup à l'expertise de Nancy dans le domaine qui a des études en psychologie et tout ça. On a développé vraiment un modèle, identifié des mouvements qu'on appelle le processus d'être soi. Et j'en parle de ces 5 mouvements-là parce qu'ils ont toujours été très présents dans ma vie, finalement, avant même que je puisse les nommer de cette façon-là. Mais il s'agit d'abord de la conscientisation. Luc, il n'y a pas de changement dans une vie possible si on ne devient pas conscient. C'est le fondement. Et ensuite, quand on devient conscient, bien naturellement, souvent, on veut s'émanciper. Notre 2e mouvement, c'est l'émancipation. On veut s'affranchir, on veut se libérer, on veut se dégager de certaines choses pour devenir soi. Et pour y arriver, une fois que l'émancipation est faite, l'autre mouvement, c'est la syntonisation. On doit syntoniser quelque chose de nouveau. Moi, j'ai syntonisé très jeune sur cet amour divin, sur le tout, sur le plus grand. Ça m'a amené au 4e mouvement, qui est la régénération. Quand on syntonise une nouvelle énergie, enfin, on peut se régénérer complètement. Et ensuite, notre 5e mouvement, c'est la célébration, parce que quand on regarde la création, on peut pas ne pas voir la célébration qui est présente et que qui que ce soit, quoi que ce soit qui soit la source de ça, cet esprit-là est aussi un esprit de célébration. Alors, j'en suis là et je suis l'heureuse maman d'un grand garçon de 14 ans. Je suis en couple depuis 18 ans. Alors, j'ai une vie aussi très stable malgré mon excentricité à faire des choses, des fois, qui surprennent les gens. En tout cas, c'est rigolo parce que tout à l'heure, hors émission, on parlait justement de la célébration et je te disais que moi, je trouvais que tu étais une célébrante qui se cachait, une super joviale qui s'interdisait un peu trop de débordement. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu es quand même une spirituelle et aussi une businesswoman, il faut le dire. Tu as une vie éclectique, bien que tu sois à la moitié de ta vie et tu l'as quand même déjà colorée de multiples palettes. Et alors, en même temps, je me suis questionné si tu pouvais un peu me donner ton ressenti sur ces mois de confinement. D'autant plus que toi, tu as vécu déjà, tu as été dans un couvent pendant 6 ans. Et ce que j'aimerais savoir, c'est comment tu as vécu ce mini-moment comme ça là, de confinement pendant ces quelques mois.
Pour moi, ça n'a pas été difficile, honnêtement, là, parce que j'ai un côté, je dis toujours, moi, j'ai vraiment deux côtés. Là. Je suis une personne très active, mais j'ai aussi un côté contemplatif. Donc, ces espaces, moi, je l'ai vécu comme une retraite fermée. C'est-à-dire, je crois que comme on sortait, le quotidien normal était complètement chamboulé. J'ai voulu prendre du temps, puis moi-même, tu sais, continuer dans mon processus d'émancipation, de régénération. Comment cet événement-là, ce grand événement mondial, moi, me renouveler comme personne, me faire prendre conscience de certaines choses. Bon, c'est sûr qu'ici, on était bien choyés parce que la réalité, c'est que ni moi ni mon conjoint avons manqué de travail. On a tout simplement été en télétravail simplement. J'ai un grand garçon qui est hyper autonome. J'ai beaucoup compati avec les gens qui avaient des jeunes enfants à la maison et qui devaient travailler avec des enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moi, j'ai un grand garçon qui est super autonome. Donc, je peux dire honnêtement que ça, le contexte pour nous a été facile. Et j'en ai profité, moi, juste pour entrer davantage à l'intérieur de moi, bien que je me sois retrouvée dans une situation professionnelle où j'ai travaillé plus que jamais, comme certaines autres personnes, parce que je suis dans des secteurs d'activité où nous, rien n'a arrêté dans ce sens qu'il y a eu, au contraire, une explosion des ventes. Alors, j'aurais aimé ça, je pense, je dis j'aurais aimé ça, peut-être travailler moins, mais bon, je ne me plains pas du fait que j'ai eu quand même du travail. Alors pour moi, tu sais, tout ce qui est chamboulé actuellement nous oblige à nous redéfinir. Puis j'ai utilisé aussi cette période-là pour me redéfinir moi-même. Ben c'est justement, tu vois, tu parles de redéfinir, c'était un peu la question de seconde que je voulais te poser parce que je parlais avec France Gauthier, on discutait un peu et elle me disait qu'elle trouvait que la période était vraiment faste pour envisager un reset. Elle aime bien le mot reset, France Gauthier. Donc, je me suis demandé si toi, tu avais senti ça en toi. Est-ce que tu avais senti que c'était le moment de faire un reset? Et à ce moment-là, est-ce que tu as vu chez toi une décision pour un changement de vie après pandémie ou pas du tout? Honnêtement, je sais pas. Moi, je fonctionne pas dans le sens de dire on recommence. J'ai fait ça souvent dans ma vie. Et tu sais quoi, Luc? Maintenant, pour moi, la vie, c'est un grand tout. Donc, on continue. C'est pas pour moi, c'est pas on recommence, c'est on continue. Est-ce que j'ai eu, comme je suis quelqu'un qui travaille quand même continuellement sur moi, qui a une vie intérieure, un cheminement intérieur, j'ai pas senti le besoin de faire de revirement majeur. On continue. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, mon amie Nancy Marcoux et moi avons décidé de travailler sur la création d'un programme en ligne, Vent de sagesse. C'est ça qui s'est ouvert pour nous. Et d'aller plus loin, tu sais, dans ce processus, dans le développement des mouvements et tout ça, c'est ça qui s'est ouvert. Et moi, j'ai longtemps été quelqu'un, je vais te le dire, là, qui aimait balayer le passé. Tu sais, dire, ah là, on recommence à zéro, puis là, je repars là, puis là, je suis une nouvelle personne. Mais c'est pas une recette qui a nécessairement fonctionné avec le temps. Aujourd'hui, je comprends que tout ce qui était, tu sais, pour moi, la notion de l'éternité, là, c'est que tout est là, tout le temps. Tout ce qui était est encore là. Tout ce qui est là le sera toujours, puis tout ce qui sera est déjà là. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, donc, maintenant, pour moi, c'est un ensemble, c'est un tout. Ce qui n'est plus, n'est plus. Ce qui est, est. C'est comme ça plutôt que j'aborde les choses et non plus de dire je recommence. Oui, il y a des gens qui ont senti le besoin d'un changement majeur, mais je suis pas, c'est mon type de personnalité à moi. Je suis pas quelqu'un qui va rejeter d'emblée les choses et tout ça. Moi, je vais plutôt prendre ça et me dire, OK, comment je peux voir les choses différemment? Comment je peux me redéfinir? C'est que j'ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai opéré par coup de tête. Ça m'a coûté cher à plein de niveaux, là, tu comprends? Fait qu'aujourd'hui, il y a une sagesse qui s'installe où avant de prendre des grandes décisions et de tout chambouler, j'ai cette conscience aussi que je suis pas seule, cette conscience du nous, de ma famille et de tout ça. Est-ce que Alors, c'est un processus, tu comprends? C'est jamais fini. Pour moi, c'est jamais terminé. Là, c'est une autre phase. Là, on a compris, tout le monde, que la vie ne reviendrait probablement jamais comme avant. Donc,
Comment on fait maintenant avec ça? Comment on travaille avec ça? Qu'est-ce que ça appelle au plus profond de moi? Quel regard, quelle perception? Comment je peux m'émanciper là-dedans? Comment est-ce que je peux syntoniser sur quelque chose de nouveau? Et c'est ce que beaucoup de gens ont fait, ont syntonisé sur autre chose. Ne serait-ce que de dire, je me rends compte que j'ai pas besoin de courir à gauche, à droite, que je peux rester à la maison, chez moi, avec ma famille et mes enfants, et que je suis bien. Je me rends compte que prendre des repas à la maison en famille, c'est agréable. Les gens ont syntonisé, quand on parle de nos mouvements, sur quelque chose d'autre, de différent, qui est plus intérieur, qui est plus vrai de l'essentiel, parce qu'en fait, on n'a pas besoin notre société de consommation propose beaucoup de choses, mais on n'a pas besoin d'autant de choses pour être heureux. J'avais cette discussion avec mon père. Tu sais, il dit, tu sais, Marie-Josée, avant les années 90, la vie était beaucoup plus simple. Il dit, les gens, ils possédaient moins de choses et les gens étaient heureux. Puis il dit, après ça, il est arrivé dans les années 90, l'explosion de la surconsommation. Et là, les gens reviennent en se disant, ben finalement, on peut être heureux avec moins. C'est vrai. Donc, syntoniser sur un autre bonheur, sur une autre forme de bonheur. Alors, juste parce que je pense que ce mot syntoniser, si tu le définis, la plupart des gens qui écouteront la vidéo comprendront peut-être encore mieux. C'est quoi tu appelles syntoniser, toi? Syntoniser, c'est-à-dire à chaque fois que je vais amener ma pensée sur une énergie spécifique. Donc, je peux vivre actuellement, à un moment donné dans ma vie, mettons que je rencontre une personne, cette personne-là va générer peut-être une forme de colère ou une forme d'amertume en sa présence. Si je reste dans la colère, je syntonise la colère. En sa présence, je peux choisir de syntoniser, de dire autre chose, c'est-à-dire OK, peut-être que je peux voir autre chose de cette personne-là. Comment puis-je voir cette personne-là différemment? Et à partir de ce moment-là, on se met à syntoniser autre chose, qui peut être de la compassion, qui peut être de l'amour, qui peut être de l'empathie. Mais nous sommes des émetteurs-récepteurs. Donc, on a cette possibilité toujours, certains vont dire de choisir en fait nos pensées, de diriger nos pensées. Diriger nos pensées revient aussi à syntoniser autre chose. Mais c'est parce qu'on ne se rend pas compte que dans notre vie, on est toujours en train de syntoniser. Premièrement, on va se synchroniser sur l'énergie des autres sans même s'en rendre compte. Puis des fois, on se laisse emporter dans une énergie, dans une vibe, dans une fréquence qui ne nous fait pas du bien. C'est là que ça devient important de syntoniser. Donc, faire un acte de conscience, prendre conscience de dire « Ah, je peux syntoniser autre chose que ça. » Tu sais, je pourrais syntoniser peut-être plus de douceur, plus de légèreté, plus d'amour. Ouais, je comprends le propos. Ouais, voilà. Ouais, c'est plus clair comme ça. Alors, justement, je me posais une question. Je vais faire appel à tes confidences parce qu'il y a quand même un truc que je me suis vraiment demandé là. Je me suis dit, en fait, est-ce que tu as été étonné pendant le confinement par un de tes comportements? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert de toi que tu ne connaissais pas? Ben, en fait, je ne sais pas si j'ai eu vraiment de révélation. Ce que je sais de moi, c'est que déjà, je le savais. Ça l'a probablement amené. Bon, on s'informe, on écoute les nouvelles, on voit la situation, nos gouvernements demandent certaines choses, certaines règles. Bon, moi, je le sais, je suis toujours celle qui dit trop, c'est comme pas assez. Mais je me conforme, tu comprends? Je me conforme à ce qui est demandé. Mais moi, je suis celle qui peut aisément oublier son masque. Là, parce qu'ici, on porte le masque. Donc, je ne suis pas celle qui va traîner son masque à tout prix. Moi, il faut que je fasse un effort puis que j'y pense. Alors, je te dirais qu'il y a un petit côté rebelle chez moi à ce niveau-là. Que ça, mais il ne m'a pas étonnée. Je savais que ce côté-là était là, mais naturellement, ça le met en lumière. Donc, c'est une danse après de dire autant j'ai ce côté rebelle, autant j'ai ce sens du devoir aussi. J'ai les deux. Alors, mais ce qui était intéressant, c'est que c'est quand on vit avec d'autres personnes ou qu'on côtoie d'autres personnes, c'est leur réaction aussi. Alors, moi, c'était plus ça, c'était de voir les interactions, les interprétations de chacun par rapport à ne serait-ce que pourquoi le COVID. Juste ça, toutes ces interprétations différentes et moi, tu sais, je veux dire, c'est ça, je m'observais là-dedans. Je m'observais là-dedans de voir un peu, ouais, c'est drôle que cette personne-là voit ça de cette façon-là, moi, je vois ça différemment. Et je comprends que ça, c'est attribué aussi beaucoup à nos croyances et à notre type de personnalité. Mais ce que ça a mis en lumière, c'est que
chez moi, je le sais, j'ai un côté rebelle, j'ai un grand sens du devoir. Donc ça dansait ensemble, là. Mais là, j'ai pris l'habitude, là. J'ai des masques partout, là. J'en ai dans ma voiture, dans mon sac à main, partout. Je vais être sûre de pas jamais oublier. Voilà. En tout cas, puisqu'on parle justement de grands mouvements, voilà, je te propose un petit rite de l'émission, un petit rite un peu hors cadre habituel de la spiritualité spirituelle, n'est-ce pas? Un petit rite avec un de nos chroniqueurs sulfureux, Thierry Ardisson, qui fait en général parler de lui dans ses interviews. Alors, je te propose justement, vu ton parcours atypique, une petite interview que je vais appeler Upside Down, que j'ai déjà fait avec d'autres, mais que j'aime un petit peu adapter pour toi. Et voilà, je te poserai des petites questions très peu mentales, plutôt joyeuses, simples, curieuses, pour que je découvre un peu ce que ta personnalité a de malicieuse. Alors, ma première question, c'est, quand tu te réveilles le matin, quelle est la première chose que tu te dis? Est-ce que je vais méditer ce matin ou non? Moi, c'est vraiment ça. Parce que j'ai l'habitude d'aller méditer tous les matins. Donc, une des premières choses, puis là, j'ai un horaire qui est hyper chargé. Je dois revoir mon horaire. Fait que ces jours-ci, c'est vraiment ça. Est-ce que je vais méditer ou non? Dans cette routine que j'ai, moi, d'aller méditer tous les matins, quand je me réveille le matin, c'est là. Moi, c'est ma première pensée, c'est là que ça s'en va. Parce que je suis quelqu'un de très organisé, très méthodique. Et quand j'ai un horaire qui est fait, je m'en vais là. Donc, à moins que je me dise une chose comme j'ai vraiment envie d'aller à la salle de bain, j'aurais dû y aller pendant que je dormais, là, mais sinon, là, mes premières pensées, ça s'en va là. Et quand tu étais petite, à qui tu voulais ressembler? Ah, ici, moi, j'aimais beaucoup chanter. Je chantais toujours et mon idole, pendant un certain temps, fut Nathalie Simard, qui est une chanteuse très populaire ici pour les jeunes, pour les enfants au Québec. Puis ensuite, rapidement, Céline Dion. Céline, là, ça a été mon idole là, à partir de l'âge de 11-12 ans. Alors moi, je les aimais d'amour, là, ces deux chanteuses-là, parce que j'aimais chanter. Fait que j'étais toujours en train de chanter. Fait que c'est sûr, quand on est enfant, on se dit « Ah, un jour, j'aimerais peut-être être chanteuse », mais j'avais pas nécessairement le talent pour être chanteuse, pas du tout. Fait que dans petite, oui, c'était là que ça se passait pour moi. Alors, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu comprends décidément pas du tout chez toi? Ah, Seigneur! Je ne comprends pas! Je ne comprends pas pourquoi est-ce que je me pose autant de questions dans la vie. Moi, des fois, souvent, en fait, là, je me dis pourquoi je me pose autant de questions? J'aurais tellement aimé être comme plein de personnes que je connais qui ne se posent pas de questions et qui vivent sans trop se poser de questions. Moi, je m'en pose trop et je ne comprends pas pourquoi. Et qu'est-ce que tu adores le plus chez les autres? Moi, je suis quelqu'un qui est profondément relationnel. Ce que j'aime, c'est quand je peux avoir accès au cœur de la personne. Quand j'ai accès au cœur, quand la personne m'ouvre la porte sur son cœur, son intérieur, c'est ce que j'aime le plus. J'aime quand cette connexion-là est possible, moi, ça me nourrit profondément, puis ça me plonge littéralement dans le moment présent. Quel est le compliment qui t'énerve le plus? Que j'ai l'air d'un ange, que j'ai l'air calme. Ah voilà, tu vois, c'était ça. Non, mais pas que ça m'énerve, mais c'est que je me dis, chaque fois que les gens me disent « T'as l'air tellement calme, toi, Marie-Josée », puis je me dis « Non, mais c'est parce que vous n'êtes pas à l'intérieur de moi, là, ça paraît, là. C'est vraiment pas ça. » Mes parents qui me connaissent bien, tu sais, ma mère, elle me définit un jour, à un moment donné, elle dit « Marie-Josée, c'est un volcan. » Et effectivement. Mais c'est ça. C'est pas que ça m'énerve, mais ça me fait rire parce que je me dis toujours « Mon Dieu, ils sont pas à l'intérieur de moi, là. » Et alors, qu'est-ce que tu t'interdis absolument d'essayer? Hey, quelle question! Qu'est-ce que je m'interdis absolument d'essayer? En fait, je pense que ce que je m'interdis complètement d'essayer me passe ces envies par moment de dire, il me semble je vendrais tout et que je partirais à l'aventure. Et que je vivrais un peu comme une bohème. Ouais. Et tu partirais à quel endroit? Dans l'Est? Aucune idée. Je voudrais partir. C'est drôle parce que mon amoureux et moi, récemment, on avait une discussion, puis c'est sûr, le COVID, ça amène plein de choses. Puis là, on faisait des scénarios ensemble de dire, si on vendait la maison, toi, ton fonds de pension, si, ça. Puis là, on se faisait un scénario, de dire, ça serait le fun,
de plus avoir d'hypothèque ou de partir et comme ça à l'aventure. Mais il y a chez moi une envie quand même profonde d'aventure. Et quand on est, ben c'est sûr, hein, moi je suis dans une période de ma vie où quand on a une famille, on a quand même nos obligations, nos responsabilités, puis c'est tout à fait normal, puis je suis très heureuse de vivre ça. Mais il y a une soif d'aventure qui est là et que je repousse en me disant, il y aura un temps pour ça dans ma vie. C'est-à-dire que oui, je vis des petites choses pour combler ce besoin d'aventure, comme Secret Story a été ça aussi. Je suis une exploratrice, une aventurière, mais j'aurais soif d'une aventure qui durerait quelques années, là, de dire, là, je pars dans l'inconnu. Là. Ouais. Alors, ça tombe bien, tu vois, tu parles d'aventure, c'est la question suivante. Je vais te demander, alors, si Dieu il te laissait la place une journée, quel serait ton premier grand chantier? Mon premier grand chantier. Attention, t'es Dieu. Ça veut dire que ça, c'est dans l'idée que Dieu peut faire tout ce qu'il veut, là. Voilà, c'est une petite hypothèse. Une petite hypothèse. Dieu malgré lui, pendant une journée, qu'est-ce que tu fais en premier? Moi, là, j'insuffle de l'amour au cœur. Il me semble que ce que je ferais, là, c'est que j'enlèverais les voiles, puis que je donnerais aux gens cet accès à une conscience, puis à leur cœur, puis à l'amour. Il me semble que c'est ça que je ferais, tu sais, qui serait de dire, il n'y a plus de raison d'haïr, il n'y a plus de raison de se protéger, il n'y a plus de raison de se détruire l'un l'autre. Il me semble que ce serait ça, moi. D'accord. Un éveil subi planétaire, là. Avec une explosion totale. Total. Ok, alors justement, on ne parle pas de Dieu cette fois-ci, mais alors si l'univers, c'est un autre type de Dieu, mais si l'univers venait te voir une nuit, ce serait quoi la première question que tu lui poserais? Qu'est-ce que je fais ici? Ah, encore une question métaphysique. Voilà, ça serait ça. Moi, ça serait comment ça se fait que je suis ici? Parce que c'est la grande question qui, malgré le fait que je chemine, un jour j'ai compris que oui, naturellement, il y a des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse, mais ce serait la première question, c'est qu'est-ce que je fais ici? Moi, il y a beaucoup de journées dans ma vie où je me demande ce que je fais ici. Et ça, c'est... Puis ça, je sais que je ne suis pas la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens comme moi, puis c'est ce que j'aborde, entre autres, dans mon dernier livre, Rendez-vous avec l'infini. Il s'adresse à toutes ces âmes comme moi qui se demandent qu'est-ce qu'on fait ici. Il semble que si on avait eu le choix, on aurait été ailleurs, là. Oui? Alors, voilà. Et l'univers, il te répondrait quoi? J'ai aucune idée. Ah, ok. Moi, j'aimerais ça qu'ils me disent quelque chose de très précis. Marie-Josée, tu es venue ici pour écrire tant de livres ou pour parler de telle chose très précise. Moi, j'aimerais ça une réponse hyper précise qui ferait que là, je ne me poserais plus de questions. Mais donc, ça ne risque pas d'arriver. Voilà. Ou alors, il te répond un truc et tu y crois pas, quoi. Mais non, pas du tout. Il dit, tu dois aller en Russie. Et tu dirais, ouais, non, pas du tout, la Russie, pourquoi faire? Ok. Alors, une dernière question, c'est, quelle est la question qu'il ne faut pas qu'on te pose? Hey! C'est quelle question? Bon, parce que moi, je suis quand même un livre très ouvert, là. Tu sais, je réponds à quelle question que je ne veux pas qu'on me pose. En ce moment, là, c'est est-ce que ta vie te ressemble vraiment, Marie-Josée? Faut pas qu'on me pose. Parce que j'ai 48 ans. Je suis dans cette phase qui s'appelle le mi-temps de la vie. Qui est pas où je suis à me redéfinir complètement partout, où mes repères des 20 dernières années ne tiennent plus. C'est un tsunami. Moi, je ne m'attendais pas à ça, que ça pouvait autant brasser à cette période-là de la vie, sincèrement. J'avais l'impression de bien me connaître, j'avais l'impression d'avoir mis en place des choses de la vie dont je souhaitais, que je rêvais et tout ça. J'aime ma vie, là. C'est pas que j'aime pas ma vie, comprenez? J'aime ma vie. Mais il y a clairement un aspect de moi qui doit émerger, qui veut émerger et que je suis dans la résistance. Je suis dans la résistance, je le sais, parce que ça me demande, je vous dirais, de revoir tellement, mais je suis dans cette démarche-là, mais ça demande, même au niveau de certaines valeurs que je croyais inébranlables dans ma vie, de certaines perceptions, de certaines conceptions, de plein de choses
Ça demande une révision de tout ça. Alors actuellement, honnêtement, c'est une question que je ne voudrais pas qu'on me pose parce que c'est ça. Puis là, je l'ai dit, fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui vont m'écrire et qui vont me dire « Marie-Josée, est-ce que ta vie te ressemble vraiment? » Oh, mais YouTube, c'est très discret. Avec YouTube. Alors, tu vois, en fait, vraiment, moi, quand j'ai découvert un peu ton univers, tu vois, tu viens quand même d'un univers de dinosaures, de monster truck. Tu viens d'un univers, d'un énorme restaurant avec à côté un endroit où on peut loger. Il y a 15 chambres, un truc comme ça. Enfin, c'est énorme. C'est pas du tout un tout petit resto de bord de route, hein, donc c'est a priori un lieu gigantesque. Et je te disais justement hors émission, et je te le redis là pour l'émission, je me demandais quel avait été l'effet de l'élan de ce père que tu as eu tout à l'heure. Je l'ai appelé Richard Cœur de Lion parce que j'ai aimé ça. Quand tu as dit ça, j'ai donc trouvé ça beau. Oui, wow. Ça m'a parlé. Je me suis dit, elle a eu son roi Cœur de Lion, c'est magnifique. Et alors, quel a été l'effet de ce gigantisme de père pour toi alors? Est-ce que tu crois que ça a un rapport avec cette ouverture spirituelle que tu as aujourd'hui? Oui, parce que mon père est un homme qui est profondément spirituel. C'est-à-dire que pour moi, être spirituel, c'est dès qu'on devient conscient qu'on est plus qu'un corps, qu'un cerveau, qu'on est en connexion avec quelque chose de plus grand que nous. Tu sais, pour moi, la spiritualité, c'est ça. C'est cette conscience qui a quelque chose, qu'il y a autre chose que... Bon, qu'il est profondément spirituel à sa façon, mais surtout par sa foi. C'est que mon père est un homme qui a toujours cru dans les possibilités infinies. Mon père est un... Pour moi, c'est ça la foi, là. C'est croire que les possibilités sont infinies. C'est croire croire... J'aime bien Martin Luther King qui dit « c'est monter la première marche même quand on ne voit pas tout l'escalier ». Fait que mon père est un homme comme ça, qui n'avait pas toutes les réponses, mais que je n'ai jamais vu décourager. Ça, et Dieu sait quand on entreprend des projets comme il en a entrepris, plus fous les uns que les autres, ça vient avec son lot d'échecs et de déceptions ça n'a pas été facile toujours, mais je ne l'ai jamais vu décourager. Alors, pour moi, c'est encore aujourd'hui, c'est un être humain à part en ce sens-là. Donc, c'est mon modèle de foi. C'est-à-dire que quand je le regarde vivre et que je regarde sa vie, pour moi, je me dis, c'est ça, avoir la foi. Donc, c'est pas un homme religieux dans le sens que mon père, c'est sûr, bon, on allait à l'église à l'époque et tout ça. Aujourd'hui, il y va de temps en temps. Mais c'est pas, pour moi, il y a une distinction entre la spiritualité et la religion là-dessus. Et la foi, pour moi, n'appartient pas à la religion. Donc, la foi, c'est un état d'être profond. Et quand on regarde l'univers, quand on regarde toute la création, c'est présent, cette notion de foi. C'est-à-dire cette notion de possibilité infinie. Puis la foi, c'est de décider de dire oui, les possibilités sont infinies, même quand tout semble fermé, au-delà des apparences. Donc, il a cette capacité de se connecter à d'autres possibilités. Moi, je te le dis dans ce langage-là, pour lui, c'est un autre langage, mais ça a été important. C'est sûr que sa présence dans ma vie est très, très importante, a été et continue d'être un enseignement. Moi, je suis très fière de ce qu'il a, de mon père, de ce qu'il a accompli. Puis parce que tu parlais tantôt de Richard Cœur de Lion, c'est que c'est un homme qui est extrêmement bon et généreux. C'est-à-dire que c'est ce genre de personne qui donne dans le secret que personne ne sait qu'il donne. Ouais, c'est un roi pour toi, c'est fou, hein? Oui, tout à fait, tu as raison. Ouais, c'est un roi. En tout cas, voilà, il faut avoir un roi des fois pour décrocher une étoile et en même temps d'avoir bien compris ce phénomène. Je me suis posé une autre question par rapport à toi. En écoutant, je me suis rendu compte que toi, tu mettais beaucoup en avant et je trouve ça intéressant, mais tu n'en as pas toujours parlé autrement que dans le commerce. Tu disais que tu avais, toi, une grande vocation à rentrer en relation avec l'autre. Et alors, ça m'a beaucoup questionné parce que je me suis dit, mais elle le dit comme si c'était une évidence, mais je suis sûr que c'est quelque chose de très important. Alors, c'est quoi rentrer en relation avec l'autre, exactement? Mais en fait, c'est que je suis une personne fondamentalement relationnelle. Je crois que c'est ce qui définit beaucoup ma personnalité. Et ça,
cette capacité à entrer en relation avec les gens, c'est-à-dire, ça, je l'ai appris aussi du commerce familial parce que j'ai commencé à travailler jeune dans la restauration et j'ai cette aisance, c'est-à-dire j'ai cette capacité probablement dire une attitude, d'abord c'est une attitude qui est probablement, moi souvent on me dit ceci, on me dit Marie-Josée, à toi on te dirait tout parce que tu sembles tellement inoffensive. Donc, je m'en vais, je crois, quand même avec les bras ouverts et le cœur ouvert. J'ai pas grand-chose à cacher et les gens sentent aussi que j'ai quand même un très bon accueil. Donc, j'aime découvrir les gens, j'aime entrer en relation avec eux, j'aime avoir accès à leur intérieur, à leur cœur, à quelque chose de profond, parce que je n'aime pas les conversations superficielles, j'aime les conversations profondes. Et à un moment donné, bien, dans mon travail de vente, j'ai compris aussi, j'ai développé ça. Puis au début, bien, la vente, on le sait, c'est de la relation. C'est tout. C'est une question de relation quand on est en vente. Donc, on va lire des livres sur les techniques relationnelles et tout ça, puis c'est très bien parce qu'on va s'aider. Mais à un moment donné, moi, j'ai voulu aller plus loin, dépasser tout ça et me dire au-delà de la vente. Au-delà de la vente, c'est comment dans ce travail, je peux faire sentir à l'autre qu'il est important. Comment ma présence, même si c'est une présence de quelques instants, de quelques minutes, comment ma présence peut lui faire sentir qu'il compte et qu'il est important parce que un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est la reconnaissance, c'est le besoin d'être vu. Et dans le monde dans lequel on vit, il n'y a pas beaucoup de place pour ça parce que je ne sais pas pour toi, Luc, mais moi, quand j'ai une discussion avec des gens, c'est souvent qu'à propos d'eux. C'est-à-dire que les gens te parlent et c'est à propos d'eux-mêmes, toujours. Pose peu de questions. Alors, c'est quelque chose que je comprends dans la dynamique relationnelle et je te dirais que je suis toujours touchée quand je sens que quelqu'un s'intéresse vraiment à moi. Je veux dire que c'est ton cas, Luc, la conversation qu'on a eue au départ. Tu sais, moi, j'en ai donné plusieurs interviews. J'ai été très touchée de ta recherche, du temps que tu as passé, de ton... Fait que là, je me suis dit, oh mon Dieu, c'est un réel intérêt. Ça me touche énormément. Et tu vois, ça me fait sentir... Ça m'apporte une forme de bien-être, de reconnaissance. J'ai l'impression d'être vue par quelqu'un. Et bon, c'est pas quelque chose que j'ai besoin toujours dans ma vie parce que moi, comme, tu sais, quand j'ai eu ma grande expérience spirituelle à l'âge de 22 ans, j'ai su que j'étais vue et que j'étais aimée. Mais pour la majorité des gens, ils ne reçoivent pas ça dans leur vie. Ils ne reçoivent pas ça dans leur vie. Et pour moi, l'amour, c'est ça aussi. Donc, c'est mon sourire peut faire une différence. Mon écoute et juste le fait de dire à quelqu'un, je comprends, est-ce que tu veux m'en parler davantage? Et juste d'être écoute, parce que j'ai compris qu'on n'avait pas toujours besoin de donner de conseils et que souvent on donne des conseils parce qu'on veut, nous, se donner de l'importance et qu'être présent, souvent, c'est d'écouter tout simplement. D'écouter tout simplement. De ne pas essayer d'appliquer notre recette à l'autre. Donc, et j'ai vu, je l'ai vu et je vois, je le sens. J'ai eu beaucoup de témoignages de gens. À un moment donné, une femme dans mon équipe de vente qui me dit, tu sais, Marie-Josée, quand on est avec toi, c'est incroyable comment on a la sensation qu'il y a juste nous qui existent, qu'il n'y a pas personne d'autre. C'est une capacité donc de présence, c'est une capacité de relation. Au début, j'ai mis en pratique, oui, des techniques. Mais à un moment donné, c'est devenu beaucoup plus que ça parce que moi, je l'amène toujours dans ma spiritualité et c'est ma façon à moi d'aimer. C'est ma façon à moi d'aimer. Tu vois, que quand tu parles, on voit les niveaux, tu vois, d'autorisation que tu donnes à aller plus loin presque que la normale. Tu vois, ça, c'est la trace, j'ai l'impression que c'est la trace de tes 6 ans du couvent. C'est quelque chose qu'on reconnaît et qui est assez rare chez les gens. Et tu vois, quand je te posais la question tout à l'heure, c'est parce qu'en fait, je m'étais dit, j'ai l'impression qu'elle s'est rentrée en relation de telle sorte qu'elle a pu avoir accès à Jésus grâce à ça. Et c'est beau ce que tu viens de dire là! Oh, c'est tellement beau, Luc! Oh mon Dieu, là, tu viens de me faire comme... Oh, je ne l'avais jamais vu comme ça. Oh, cool.
Non, je l'avais jamais vu comme ça. Ah, moi, ça m'a marqué. Je me dis, mais ça se trouve, elle sait le chemin. Elle sait wow! Hey, là, je suis émue. Oh, mon ouf! Oh, wow! Et en même temps, je pense pas que tu pourrais nous l'expliquer, mais je crois que dans ta détermination, tu vois, il y a une émotion. C'est fou, je savais qu'il y aurait ça dans cette émission, ce serait fort. Et je m'étais dit, bon, je vais lui dire ça comme ça. Je vais lui dire, mais je crois que tu sais faciliter l'entrée à la relation à Jésus. Tu sais faire ça. Et, et voilà, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est hyper touchant parce qu'on se dit, mais waouh, elle dit un mot, elle l'a dit plusieurs fois dans différentes interviews, mais c'est un secret, ce truc. Oh, que c'est beau. Merci. Alors, en tout cas, ça m'a touché. Je me suis dit, en voilà une qui, si elle était modélisée par des spécialistes de la modélisation, de la syntonisation, elle donnerait le chemin. Elle dirait oui, comme ça, comme ça. Tu y es presque. Bon, j'essaie de te trouver une question wow. à terre. Mais merci. Merci, Luc, de ta qualité de présence. Parce que la relation, c'est ce que ça fait. La relation, la vraie relation, ça fait ce que c'est en train de faire pour nous, pour les gens qui regardent aussi. Ce que je crois profondément, et je le dois à un auteur américain, Richard Rohr, c'est que Dieu est relation. Le divin est relation. Quel que soit le nom qu'on donne à ça, là, ce tout, cet univers est relation. En tout cas, tu connais la relation sur un plan relationnel qui est quand même unique. Hein. C'est probablement quelque chose qui, un temps, va rentrer dans l'autre jusqu'à ce cœur, en fait. C'est fort. C'est fort. Ben, puis en même temps, c'est une grâce, tu sais, c'est qui nous sommes. Ça, je le suis, je ne me suis pas créé moi-même. C'est un cadeau. Moi, je crois qu'on est tous l'expression d'une facette de ce divin infini, incommensurable. Je suis l'expression de ça, de ce divin. Et c'est pour ça que c'est un cadeau, c'est un trésor, c'est une quête, parce que j'ai comme pas fini de découvrir, j'ai pas fini de savoir, mais je sais que ça m'anime profondément. Je vais ardemment méditer sur ce que tu viens de me dire. Ça, c'est définitif. Je vais très clairement le partager à mon âme sœur spirituelle, Nancy Marcoux, parce que c'est aussi avec elle que j'ai compris, parce que Nancy aussi, elle est experte en profil psychométrique, en plus d'être une femme profondément spirituelle, c'est avec elle j'ai compris à quel point la valeur ultime de ma vie, c'est la relation, parce que de notre relation, Nancy et moi, a découlé ce que nous sommes en train de créer. Fait qu'avec elle, on est en train vraiment de vivre et de comprendre ensemble que la création a lieu au cœur de la relation. Et que plus on va devenir conscient de toutes les formes de relation, plus la création va se faire sans qu'on ait à y penser. Tu sais, on est dans ce système actuellement dans le développement personnel où on doit créer. Nous avons ce pouvoir créateur. Mais l'univers force pas pour créer. Réfléchis pas. C'est la relation de tout ce qui est qui fait la création. Et je crois à ce naturel. Je crois à ce naturel profond. Parce que moi-même, j'ai essayé de créer plein de choses dans ma vie, certaines oui, puis certaines que non, qui ne fonctionnent pas. Puis on avait cette discussion-là, tu sais, au départ, je te disais, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui ne se déclenche pas. Mais moi, je suis de ces gens qui travaillent très, très fort pour avoir une visibilité en tant qu'auteur. J'ai fait tout ce que j'ai pu, tout ce qui était en mon pouvoir, puis je ne suis pas gênée de le dire. Je le raconte dans mon dernier livre où j'ai frappé un mur. Et je me rends compte que dans tout ce qu'on nous propose, de tous ces moyens de créer, de toutes ces techniques et tout ça, moi, j'ai frappé un mur, puis il y a quelque chose, il manque un élément. Il y a quelque chose qui est manquant là-dedans. Et un de ces éléments-là, je sais que c'est la relation. Oui, je pense que c'est ça. C'est là, parce que je le vis avec Nancy beaucoup, parce qu'on est dans un processus créatif où nous, quand on s'assoit ensemble, d'abord, on commence par entrer en relation. On va dire se synchroniser. Puis ensuite, on va syntoniser ensemble sur le projet, sur la chose. Et c'est inouï.
au fil de nos conversations, de ce qui vient, de ce qui monte, et ça prend forme, et c'est extraordinaire. Alors, merci, tu m'apportes tellement ce matin, Luc. Ah, je te remercie. Merci infiniment. Ouais. Alors, j'ai une question un peu différente, plus terre à terre, mais en même temps, elle a peut-être son sens aussi. En même temps, je me suis questionné, tu vois, quand je me disais que tu avais quand même passé un petit temps à Secret Story 5, et je me disais, en fait, tu étais quand même tombé, comme tu dis si bien, tombé en amour pour la jeunesse. Et tu avais quand même été un peu comme le rôle de la mère avec tous ces petits jeunes. Hein, tu avais quand même une différence d'âge de moins 10 et quelques années de plus que eux. Et je me disais, alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça, là, tomber en amour de la jeunesse? Ben, je dirais que c'est que moi, je n'ai pas oublié ma jeunesse. Je sais très bien ce qui m'animait quand j'avais 15 ans, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 20 ans, 25 ans. C'est quelque chose que, des fois, c'est pas une période facile, la vie, là, entre 15 et 25 ans, là. On va se le dire, là, parce que là, on devient, dans cette transition, on doit devenir des adultes. Et très souvent, les adultes autour de nous savent pas trop comment nous prendre parce que eux-mêmes se souviennent à quel point cette période-là de leur vie, des fois, n'a pas été facile. Donc, pour moi, cette jeunesse-là, je l'ai en mémoire. Elle est là. Je me souviens des questions qui m'habitaient. Je me souviens de mes observations et tout ça. Alors, je suis tombée en amour avec cette jeunesse à qui on ne parle pas suffisamment de leurs rêves, de leurs possibilités, et qui pourtant tendent de toute leur force vers ça, consciemment ou inconsciemment. Alors, j'ai eu des discussions profondes parce que aussi le propre de la jeunesse, c'est d'être connecté à son côté plus mystique. Quand on est dans cette période, l'adolescence, jeune adulte, c'est un peu plus mystique comme période dans le sens que on a eu des belles conversations profondes. Elle est belle, notre jeunesse. Elle est vraiment belle. Je trouve que des fois, on leur reproche beaucoup, beaucoup de choses. Moi, je la trouve belle, notre jeunesse. Et je regarde mon fils là, qui a 14 ans. Là, ses amis, puis tout ça. Puis là, ils vont entrer dans cette période de devenir vraiment ces jeunes adultes. Ils ne voient pas la vie comme nous. Et c'est heureux qu'ils ne voient pas la vie comme nous. Et moi, c'est là quand on parle de syntoniser. Moi, là, en leur présence, là, j'essaie un peu de syntoniser leur façon de voir la vie. Parce que je veux m'ouvrir à autre chose. Mon fils est un être profondément joyeux. Et c'est le cas de beaucoup d'enfants, hein, de beaucoup de jeunes qui sont profondément joyeux, puis peut-être c'était même notre cas à nous, puis on l'a perdu en vieillissant. Donc, moi, je suis très consciente, donc ce mouvement de conscientisation de ce qu'il a, il y a ce cadeau de la joie en lui, puis en plus, là, c'est tout ce que je fais, je me syntonise à sa joie. Parce que moi, je sais que je l'ai perdu à un moment donné, un jour, en cours de route dans ma vie, puis c'était pas dans ma... Bon, j'essaie, là. Tu sais, c'est comme on chemine, puis je me dis, moi, je veux retrouver ça. Puis là, j'ai mon fils qui est là dans toute sa belle jeunesse, tu sais, puis je veux syntoniser à cette joie-là. Fait que pour moi, la jeunesse est belle. J'aime m'asseoir avec les jeunes. J'aime parler avec eux. J'aime leur poser des questions. Je me sens pas là du tout pour faire la morale quand je suis avec eux. Je veux connaître leur façon de penser. Et si on était plus d'adultes à faire ça, là, ben, je crois que ça aiderait notre jeunesse. Tu vois, quand tu parles de jeunesse, j'ai envie de te poser une question sur la mission de vie, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et je sais que toi, en fait, tu t'es posé des questions et pas toujours les mêmes que les autres. Tu as même peut-être un peu relativisé l'histoire de la mission de vie. Tu n'étais pas totalement d'accord avec cette idée-là. Et en particulier, j'ai entendu un truc qui m'a fait un peu sourire. Tu disais, tu avais fait une petite équation de déduction là. Tu disais, si la mission de vie existe, alors il y a un plan plus grand. Mais s'il y a un plan, elle est où notre liberté d'être? Et moi, ça m'a vachement interpellé parce que Cœur & Cause, c'est une chaîne qui parle d'état d'être. Et je me suis dit, OK, alors, Marie-Josée, elle dit, où est ma liberté d'être? Alors, parle-moi de la liberté d'être. En fait, ça revient beaucoup à l'idée de... Il y a beaucoup cette idée qu'il y a un plan. Tu sais, les gens, souvent, on dit on a une destinée. Il y a un plan précis pour nous. Puis j'ai cru, pour moi, j'ai été là-dedans.
Puis à un moment donné, ben ça, c'est ce qu'on appelle aussi le développement psychospirituel de l'être humain. À un moment donné, il arrive des circonstances dans la vie, on se dit, ben là, est-ce qu'il y a vraiment un plan? Est-ce qu'il y a vraiment une destinée? Et ce genre de questions, c'est-à-dire que si tout est tracé d'avance, où est ma liberté? Alors que je pense qu'un des plus grands cadeaux que Dieu ou l'univers ou le divin nous a fait, c'est la liberté. S'il y a vraiment, si on dit il y a un plan, il y a une destinée, il y a une mission de vie, il y a quelque chose de précis pour moi, où est la liberté? Pour moi, la destinée, elle se construit en fonction de chacune de mes décisions. Il se peut, là, qu'on soit ici chacun pour une raison. Il se peut très bien. Moi, j'aimerais tellement ça que ce soit ça. C'est qu'on a un but précis. Moi, ça me rassure beaucoup. Mais je suis forcée d'admettre que c'est pas si simple que ça. La vie est la résultante de nos choix et de nos décisions, donc de nos conscientisations, de ce qu'on va syntoniser, si on va s'émanciper ou pas. Fait que je reviens encore avec les mouvements parce que c'est très présent, mais la vie est la résultante de ça. Et quand on parle de liberté, les gens se réclament de leur liberté, mais jusqu'où sommes-nous véritablement libres? Parce que nous sommes ensemble et parfois, on subit les décisions des autres. Donc, c'est pour ça que cette idée de mission de vie précise, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Par contre, qu'on dise que ma mission de vie, ça peut être moi, Marie-Josée, de parler de spiritualité, OK, mais la façon dont je vais le faire, c'est moi qui vais choisir. C'est moi qui vais décider. C'est moi qui va choisir comment, à quel temps dans ma vie. Ça se pourrait que je passe à côté. Ça se pourrait que je le réalise, mais comment ça va se réaliser? Est-ce que ça va être une réalisation ultime, extraordinaire? Je crois qu'une des missions de vie qu'on a, c'est d'aimer, à tout le moins. Alors, j'aime plutôt l'idée, si c'est un grand plan, il est ouvert. Et il se module au fil de nos décisions et de nos choix. Et ça, je crois profondément que c'est la spécialité du divin, la spécialité de Dieu, c'est de se moduler et puis d'ouvrir de nouvelles possibilités. L'univers, c'est ça, c'est des nouvelles possibilités qui s'ouvrent, des nouvelles possibilités qui s'ouvrent. Et encore là, on revient à la relation parce que c'est au sein même de la relation que va naître une nouvelle possibilité. Alors moi, je suis pas pour une destinée précise ni pour quelque chose de très précis au niveau de la mission de vie. Un élan, quelque chose qu'on sent, une raison d'être, oui, mais en même temps, le plan se construit aussi au fil de nos décisions. Donc, c'est pas simple, là, ça se tranche pas au couteau. C'est pas tout noir, tout blanc non plus. Ça nous ramène à notre responsabilité. C'est ça. C'est ce que j'allais te dire. Mais en même temps, comme tu dis si bien, que tu disais, et que moi je trouve un peu aussi mon regard sur les choses, tu disais, mais en même temps, des fois, quand les gens font des grandes choses, ils oublient que c'est peut-être les grandes choses qui les ont trouvées. Aussi. Donc, à la fois, c'est dingue parce qu'on se demande si notre liberté, c'est pas juste de penser qu'on est libre. Et en même temps, c'est pas sûr que ce soit vraiment vrai. Et en même temps, on s'en fout. Et mais tu as raison, parce que, tu sais, il n'y a pas de réponse absolue là-dessus. Tu sais, moi, je te dirais, on a une liberté, oui, puis en même temps, elle a ses limites, la liberté. Puis des fois, on a cette sensation de dire, mon Dieu, cette chose-là, cette personne-là m'a trouvé. Là, ça nous dépasse. C'est un peu de la magie à travers tout ça. Alors, c'est ça, mais c'est le mystère. C'est le mystère avec un grand M. C'est ça, avec un grand M. Alors justement, c'est la dernière question que je vais te poser pour clore cette émission. Et en même temps, je la trouve magnifique, cette émission. Elle va rester dans les annales de la chaîne. On la regardera avec beaucoup d'émotion, je pense. Et oui. Tu vois, tu disais que les humains, tu les trouvais de moins en moins patients. Et je pense que c'est quelque chose qui est une évidence pour beaucoup de monde. On sait comme la patience, c'est aussi l'art de construire le fruit, que s'il n'y a pas le fruit au bon moment, à la bonne période, il n'aura aucun goût. Donc finalement, en fait, j'ai eu l'impression aussi que là, tu me cachais un petit secret personnel et je vais essayer de te dire ce que j'ai entendu et tu vas me dire ce que tu en penses. En fait, donc tu disais que la patience était très important et que les choses prenaient du temps. Et que finalement, j'ai eu l'impression, en fait, tu étais un peu comme, je ne sais pas si tu connais Barjavel, il a écrit un livre qui s'appelle Le Grand Secret. Eh bien, j'ai l'impression que tu nous disais, en fait, le problème, c'est que si vous attendez juste le résultat, en fait, vous ne l'avez pas aimé avant. Or, si vous voulez que ça marche, il faut d'abord aimer longtemps votre œuvre
Et là, elle va donner quelque chose. Si vous attendez que le résultat, vous n'avez rien aimé, il ne va rien se passer. Et tu vois, je me suis dit, ok, c'est des mots, tout le monde les connaît. On pourrait dire oui, c'est vrai, non, c'est pas vrai. Mais j'ai l'impression que tu en sais un peu plus. C'est comme l'histoire de la relation. Tu sais quelque chose de plus sur l'art d'aimer l'œuvre qu'on va donner. Mais je ne sais pas si tu vois ou pas comment tu fais pour ça. Je sais pas. Wow! Écoute, je trouve ça extraordinaire de t'écouter. C'est gentil. Vraiment, vraiment. En fait, je dois te dire, cette référence à la patience, c'est que moi-même, je ne suis pas patiente. Et je suis quelqu'un qui, pour moi, lire les sages, les grands sages et les mystiques, c'est présent dans ma vie. Et je vois que ça revient. Ça revient toujours. La sagesse vient aussi avec la patience. Et c'est vrai que, mais c'est parce qu'on est dans une société qui ne veut que le résultat. On recherche le résultat, mais le processus est si beau, si grand, même s'il est parfois douloureux. Même s'il est parfois douloureux. Et tu amènes cette notion d'aimer son œuvre. Ça m'amène dans une autre, je t'écoute, puis ça m'amène dans une autre dimension de ce qu'on appelle l'amour de soi. Donc, aimer nos créations. Puis je trouve ça très intéressant parce que Nancy et moi, on a un programme mensuel avec des abonnés, Expérience spirituelle. Et c'est le thème qu'on travaille actuellement, c'est l'amour de soi. Et c'est pour ça que je t'écoute, puis là, je fais « Oh, wow! » OK, là, notre conversation, Luxe, aujourd'hui, cette relation, et c'est ça, moi, qui me fascine tout autant parce que tu as une qualité de présence, j'ai une qualité de présence et on est vraiment là ensemble. Actuellement, tu es en train d'ouvrir des portes pour moi. Il se passe quelque chose. Quelque chose que je vais pouvoir juste expliquer par après. Mais tu viens de mettre en lumière probablement quelque chose que je dois travailler encore plus. Dans cet amour de moi et cet amour de ses œuvres, de ses créations. Parce que justement, je ne suis pas patiente. Donc, ce dont je parle aussi dans mes vidéos, dans mes livres, c'est aussi mes propres défis personnels. Mais je me réfère à cette sagesse universelle. Et il faut de la patience. C'est là, dans la sagesse universelle, la patience. C'est super important. Mais on n'est pas dans un monde actuellement de patience. On n'est pas là. On est dans un monde d'instantané. Fait que ça nous rend la tâche encore plus difficile. Nos ancêtres, il y a 100 ans, ou 150 ans, étaient dans un monde de patience parce qu'eux, s'ils voulaient manger, il fallait toujours bien qu'ils attendent les récoltes. C'est comme ça. Nous, on veut manger, on peut aller au resto du coin, on peut là, ça peut se passer très, très vite. Mais c'est là, c'est partout dans l'univers. Puis à un moment donné, cet auteur américain, Richard Rohr, dont je parlais, qui dit « Dieu n'est pas efficace ». C'est ça. Parce que sa logique, c'est pas ça. S'il est amour et relation, il dit Dieu n'est pas efficace, puis tu sais, il dit en riant, il dit ça peut être frustrant, mais puis je me disais c'est tellement vrai. Donc, on ne peut pas dire que l'univers est efficace. On ne peut pas dire que la création est efficace toujours. Tellement de choses qu'on ne comprend pas. Donc, c'est aussi cette notion de la patience en ce sens qu'il y a des choses que nous ne comprenons pas, que nous ne savons pas. Puis nous, on a toujours notre plan, nos choses en tête, puis de se dire, ouais, mais ça serait beaucoup plus simple, puis facile, moi, je le vois, puis c'est comme ça que ça devrait se passer et tout. Moi, je peux te dire que je suis tombée de haut dans mes propres plans il y a environ 4 ans. Puis c'est pour ça que tu me dis, Marie-Josée, j'ai vu ta chaîne YouTube, tu as une bonne chaîne, mais tu es moins présente. Oui, je me suis retirée un temps parce que c'est une très grande remise en question pour moi, partout, dans tous les secteurs de ma vie. Et j'ai accepté de ne pas être efficace. J'ai accepté ce temps avec le plus de patience que je peux pour vivre ce qui est une forme de renaissance en cours. C'était une émission incroyable. Je te remercie infiniment d'avoir été si ouverte, si libre comme ouverte, comme tu disais.
Merci aussi aux internautes qui ont suivi l'émission. Vous pouvez cliquer sur le petit bouton. Bon, c'est dérisoire de dire ça maintenant. Bon, ben, on le dit quand même. Cliquez sur un bouton. Oui, on le dit parce que oui, c'est une belle chaîne. Puis je veux dire, tu es, Luc, un être. Vraiment, là, j'espère qu'on va rester en contact. Avec plaisir. Parce que moi, c'est une des plus belles entrevues que j'ai pu vivre parce que tu es un être présent. Et c'est ça, si on pouvait comprendre que la présence change tout dans une relation, alors oui, appuyez sur le petit bouton, abonnez-vous. Il y a une qualité d'être là, ici, avec Luc. Merci à toi, merci pour la promo en plus gratuite. Alors,